Bonjour à tous, bon mardi, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes avec la presse qui parle, la nouvelle expression parle de crise anglophone, polémique sur un assaut de l'armée. C'est le titre proposé par le journal. Les informations soutiennent que c'est un remake de Garbour. Le ministère de la Défense dénonce donc une manipulation des terroristes. C'est à lire en page 4 du journal. Le même journal parle également de nationalisme assassiné. Il était une fois Ernest Ouandié. La nouvelle expression initie d'ailleurs aujourd'hui et jusqu'au 15 janvier, jour de son assassinat, le 15 janvier 1975, une série de publications sur la vie donc, du leader de l'Union des populations du Cameroun, des documents exclusifs à lire dans le journal, dans le mini-dossier de la page 6 à la page 7. Le journal parle également de la commune de Banwa, donc avec les conseillers municipaux qui destituent le maire. C'est l'autre sujet également à lire dans le journal ce matin. La localité située dans le département du Haut-Cam connaît donc une ambiance d'électeur depuis quelques temps. La presque totalité des conseillers ne veulent plus travailler avec le maire en place ainsi que ses adjoints. C'est en page 3 du journal. Et le journal parle également des États-Unis avec le Congrès qui veut donc destituer Trump. Le principal enjeu de la destitution du président sortant est donc de l'empêcher d'être candidat en 2024. C'est en page 12 de la nouvelle expression ce matin. Le journal disponible en kiosque, le quotidien de jour, le quotidien Le Messager, qui parle donc de Sa Majesté Ramo Soukoudiou, Jean Ramo Soukoudiou. Biya a abandonné son peuple, c'est ce que le journal propose. Interrogé sur le conflit sanglant en zone anglophone et le processus démocratique au Cameroun, le chef supérieur Bamidjou fait donc le procès du pouvoir de Yaoundé en page 3 du journal. Le journal parle également d'abus avec un journaliste brutalisé par la police en page 2 et d'autres informations proposées par le journal Le Messager de ce matin. Vision économique parle justement d'impact du Covid-19 sur le CHAN 2021. Jusqu'à 50 000 francs CFA pour un ticket d'entrée au stade. C'est ce que le journal propose en page 2. Le journal parle également d'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne. La 5e phase du démantèlement tarifaire est donc effective. C'est ce que le journal propose. Autant d'informations à découvrir dans le même journal. Le journal Kalara, qui est en kiosque, s'intéresse à l'université de Douala. Un agrégé de médecine confiné au grade de chargé de cours, reçu au concours donc français d'agrégation en cardiologie. Le docteur Aimé Boni, privé justement d'une promotion au grade de professeur. Le juge administratif se dit d'ailleurs impuissant devant la situation. L'avocat du médecin crie donc au règlement de compte contre un praticien réputé critique contre le régime. C'est en page 3 du journal. On parle également d'intimidation avec la cour d'appel du centre qui confirme le complot judiciaire contre Kalara. C'est ce que le journal propose aussi en page 8 ce matin. Et puis le journal Le Financier d'Afrique qui en kiosque parle de décentralisation, portrait et défi des 10 premiers présidents des conseils régionaux. Le journal nous apprend qui rappelle qu'ils ont été élus le 22 décembre 2020. Ces hommes issus donc de divers secteurs d'activité prennent fonction le 22 janvier prochain et devront donc au cours de leur mandat conduire le processus de décentralisation à son terme. C'est le dossier que je vous invite à lire de la page 6 à la page 7 du journal. Le même journal parle également de la loi de finances, le budget citoyen 2021 pour mieux comprendre le nouveau budget. C'est à lire également dans le numéro disponible en kiosque ce matin. L'autre journal disponible en kiosque, c'est Mutation qui parle donc de Gawaboulaye contre-coup donc de canon. Et ça, c'est ce qu'on découvre en page 5. Le même journal parle de l'université de Yaoundé 2 à Soir. L'affaire Police Campus, à lire en page 7 de ce numéro également. Le quotidien Le Jour parle de Douala. Plus de 200 familles dans la rue. C'est un article à lire dans le numéro disponible également. C'est le quotidien Le Jour qui parle également de commerce transfrontalier. 1600 transporteurs centrafricains bloqués donc à Gawaboulaye. C'est à lire aussi dans le même journal disponible en kiosque ce matin. Et puis l'essentiel qui en kiosque parle des cartes nationales d'identité. Problème d'identité, identité à problème. À dire également dans le dossier proposé par le tabloïd sur cette question. Il faut faire un tour dans les kiosques également ce matin. Le journal qui est également disponible, c'est Émergence, qui parle du CHAN 2021. La sécurité préoccupe, c'est le journal qui le dit. En page 5, on peut lire la suite, le mini-dossier proposé par le tabloïd aussi. Le journal parle également de Yaoundé, l'université de Yaoundé 2. Le bras de fer, Famine Dongo, Minkwaché, à lire en page 4 du journal. Cameroun Tribune n'évoque pas le sujet, mais parle plutôt de compte à rebours du CHAN.
chrono. C'est ce que le journal dit. Allez, c'est le dossier qu'il faut lire ce matin, de la page 26 à la page 29, et d'autres informations concernant l'actualité aussi. La santé financière toujours fragile, c'est le journal qui le dit également, dans le cadre de la lutte contre le Covid aussi, dans le Cameroun Tribune. Et on va terminer avec Éco-Santé qui parle également des semaines donc, de l'excellence. L'hôpital et district de la Cité des Palmiers dévoile ses compétences. C'est le journal qui propose deux sujets également ce matin. C'est un dossier qui revient sur l'actualité sanitaire au Cameroun. Je vous invite à parcourir le tabloïd. Bonjour Donald Brice Kamga, bienvenue. Flavien Vallon, donc bonjour à Camille Nélé. Bonjour à nos téléspectateurs. Je salue ce matin ceux qui nous suivent à Doumé. C'est un plaisir renouvelé chaque mardi d'être avec vous. Nous espérons pouvoir vous aider à comprendre les sujets que traite ce matin la presse. Je suis ravi, comme tous les mardis, d'être là. Vous avez parlé de Doumé. C'est dans la région de l'Est quand même. Absolument. Voilà, merci. Bonjour Camille Nélé. Flavien Vallon, bonjour. Bonjour Donald Brice Kamgan, bonjour téléspectateurs de Credence Télévision. Bonjour, si je veux faire comme Donald Brice qui dit bonjour à des populations, moi je vais dire bonjour aux populations de Dogbéli, principalement celles de Bounambanda et de Bounangoubi, de l'autre côté d'une Cam, qui sont en train d'attendre avec une effervescence non feinte l'arrivée du goudron jusqu'au carrefour de Dogbéli. Voilà, c'est une information également. Merci à vous d'être là ce matin. On va faire le tour de quelques sujets que la presse propose. La nouvelle expression qui parle de polémique sur un assaut de l'armée dans le cadre de la crise anglophone. De la prise, des informations soutiennent que c'est un remake de Garbour. Alors le ministère de la Défense dénonce une manipulation des terroristes. Oui, alors, depuis ce matin, et ce sont ces faits-là que relaie ce matin la nouvelle exposition, depuis ce week-end, il y a un ensemble d'images et de vidéos qui sont en circulation évoquant un incident qui est survenu dans la localité de Mataou. Mataou, c'est dans l'arrondissement de Moyoka, dans le département du Fako, au sud-ouest du Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces vidéos? On voit des dépouilles d'hommes, de femmes, mais aussi des enfants. Il y a entre 8 et 9 personnes qui ont ainsi trouvé la mort dans les circonstances qui restent assez floues quand même. Alors, dans la publication de ces vidéos-là, on a vu que des informations faisaient état de ce que ce sont les forces de défense qui auraient perpétrer ces bavures sur des populations civiles. Alors, hier, en début de soirée, le ministère de la Défense, à travers la division communication, que conduit le capitaine de vaisseau Cyril Serge Aton Fangemo, a publié un communiqué. C'est le compte rendu de ce communiqué-là que fait, entre autres, la nouvelle expression ce matin. Dans ce communiqué, il dit globalement que le 51e bataillon d'infanterie motorisée de Moyoka a opéré une intervention dans cette une intervention dite préventive dans cette localité de Mataou dans le but de neutraliser des séparatistes, et que au bout de cette opération là, il y a eu effectivement la neutralisation de quelques séparatistes, c'est ce que dit le communiqué. Ensuite, il y a une série de vidéos qui ont été rendues publiques dans la soirée, puisque l'opération s'est déroulée dimanche, dans la soirée de dimanche. Donc, ces vidéos dont je parlais tout à l'heure, le ministère de la Défense parle de vidéos macabres conçues pour accuser et incriminer les forces de défense et de sécurité. Sauf que un certain nombre d'autres informations, le ton et l'esprit de ce communiqué retient l'attention. J'espère qu'on y reviendra tout à l'heure. C'est la même lecture que vous faites, Camille, de ce titre de la nouvelle expression, polémique sur un assaut de l'armée? Ce n'est pas la même lecture. Ce n'est pas la même lecture dans la mesure où, quand on parle de polémique, la polémique se trouve où? La polémique est bien évidemment dans les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ce n'est pas la source la plus fiable des informations. Mais effectivement, dans les réseaux sociaux, il y a eu ces photos qui sont véhiculées et qui parlent effectivement d'un raid de l'armée à Matoutou. D'ailleurs, le communiqué officiel du chargé de communication du MINDEF dit effectivement qu'il y a eu effectivement une descente de l'armée dans cette zone. Mais quand on parle de polémique et quand on essaie de faire, on fait tout pour faire endosser
prétendue bavure à l'armée, il faut se demander jusqu'où on veut aller, parce que il n'y a pas que les réseaux sociaux. On a même lu, moi-même j'ai vu dans les réseaux sociaux, encore que Julius Ayouk Tabé a demandé tout simplement que l'ONU vienne faire une enquête à Matutu, mais je suis étonné que ni Ayouk Tabé ni les autres n'ont organisé aucune polémique après les bombes qui ont, les engins explosifs improvisés qui ont décimé des militaires et une journaliste du côté du sud-ouest. Et il n'y a pas eu de polémique non plus. Quand un groupe de plus de 50 personnes sont tombés du côté de... comment s'appelle cette ville-là, juste avant Bamenda, pour tuer des gendarmes et des policiers. Matazem? Non, pas Matazem, il y a Matazem, mais il y a aussi Babadjou. À Babadjou. Il n'y a pas eu de polémique non plus quand des militaires et des policiers sont tués. Mais il y a polémique au moment où l'armée descend justement dans une base où effectivement il y avait des personnes entre les mains desquelles on a trouvé des armes. Moi je pense que cette façon de toujours manipuler l'information pour créer le buzz et même pour victimiser les terroristes qui mettent les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Moi, je pense qu'elle est assez insalubre. Elle est insalubre pour les Camerounais qui ont déjà du mal à vivre cette guerre civile, mais surtout, il ne faudrait pas qu'on leur serve n'importe quoi. Il faudrait faire attention quand il s'est passé quelque chose, surtout dans cette zone où la vie est vraiment difficile, où les gens sont dans une insécurité totale, où n'importe qui peut mourir à n'importe quel moment, où on a montré l'autre jour encore du côté de Matazem comment les véhicules entiers, des bus ont été criblés de balles, et qu'on commence à nous raconter que non, c'est certainement des militaires qui sont partis tuer des civils. Mais quand les assassins et les terroristes qui sont là tuent des policiers, tuent des civils et tuent des journalistes, non, il n'y a pas de polémique. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Et les journalistes ont le devoir de faire preuve de beaucoup de circonspection en manipulant ce genre d'informations qui sont amplifiées par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la source d'information la plus fiable. Donald Luis, pour sortir du sujet. Oui. Alors, je voudrais dire que j'ai parcouru ce communiqué à la suite des informations qui sont relayées par certaines sources depuis ce week-end. Il y a effectivement une certaine confusion. Et on ne peut pas faire d'affirmation tranchée pour l'instant. Mais on a quand même, puisque nous travaillons sur ces sujets-là, on a quand même reçu... l'effet, c'est qu'il y a eu des civils qui ont été tués. Les faits, c'est que les civils ont été tués dans cet incident-là. Dans quelles circonstances? On a par exemple eu une sortie de Arbor Mbala qui dirige le Centre africain pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, qui a pu parler à un habitant de ce village-là qui parle effectivement d'une intervention des forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un affrontement qui a débouché sur une tuerie de civils? Quoi qu'il en soit, au moins entre 8 et 9 personnes sont décédées dans cet incident-là, parmi lesquelles des femmes et des enfants, dont un enfant d'ailleurs âgé de moins de 2 ans. Lorsqu'on lit le communiqué du ministère de la Défense, effectivement, le ministère confirme qu'il y a eu une descente des forces de défense dans cette zone-là. Tout observateur minutieux va constater que le timing est intéressant puisque le communiqué est publié hier en début de soirée. Les faits sont survenus dimanche. Souvent, on note que lorsqu'il y a un incident de ce type-là, le gouvernement, le ministère de la Défense prend souvent 2 à 3 jours pour répondre. On voit très bien qu'il y a une volonté de contrôler et de maîtriser la communication parce que ça va très vite. Et il y a cet incident et puis les vidéos circulent, les images immédiatement. Donc, sur le timing, on voit qu'il y a une volonté de contrôler la communication. Ensuite, sur l'esprit, pour avoir lu ce communiqué, on voit beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité dans la rédaction de ce texte. Je rappelle que les dernières phrases de ce communiqué, c'est que le haut commandement a instruit l'ouverture d'une enquête, je cite, minutieuse pour élucider ce qui s'est passé. Lorsqu'on sait comment le gouvernement camerounais communique, il est intéressant, il est conseillé, il est judicieux de rester prudent sur les tenants et les aboutissants de cet incident. Toujours est-il que tout le monde sait qu'en situation de guerre,
comme c'est le cas dans le nord-ouest et le sud, en situation de conflit armé, il est difficile de ne pas agir, de combattre sans faire des dégâts collatéraux. Et si ce sont des dégâts collatéraux qui sont produits, il est important de dire la vérité, et c'est auprès de la vérité qu'on arrive à la réconciliation. Et quand ce ne sont pas des dégâts collatéraux, quand ce sont les terroristes qui arrivent, qui tuent des civils, qui tuent des militaires, qui tuent des policiers, comment on appelle ça? On doit aussi demander on doit considérer ça comme des dégâts collatéraux, ou bien on doit considérer comme des faits criminels? Nous n'affirmons rien. Ah voilà, moi je pose tout simplement la question. C'est pour ça que moi je dis que moi je suis bien aise de vous entendre féliciter la concision et la précision et surtout le caractère didactique du communiqué du MINDEF. Mais seulement ne dites pas qu'il a attendu 2 jours, 3 jours parce que ça s'est passé dimanche. Mais entre dimanche et lundi, les réseaux sociaux étaient inondés de montages. Vidéos ignobles. C'est vous qui parlez des montages. Bon, okay, alors, de vidéos ignobles justement qui incriminaient l'armée. C'est pour ça que moi, je pense que sa réaction, comme vous le dites et vous le félicitez, est bienvenue et de manière prompte. D'accord. La crise anglophone, polémique sur un assaut de l'armée, c'est le titre proposé par la Nouvelle Expression ce matin pour parler justement de ce qui est arrivé dans cette partie du Cameroun. Et on le constate d'ailleurs dans le journal ce matin. Le même journal parle également d'autre chose, parlant de la commune de Bangwa, avec les conseillers qui destituent le maire. Camille, vous n'avez pas cru l'article ce matin, on a rarement connu, ou alors que ça fait longtemps quand même on n'a plus connu ce fait. Les conseillers qui décident de destituer le maire parce que la mauvaise gestion des sentiments additionnels. C'est un article qui démontre que la démocratie est vraiment en marche, surtout dans nos mairies et dans nos institutions décentralisées. Vous voyez le cas de Bangwa. Bangwa, c'est le village de mon ami Tchatchoua Tchande Emmanuel, à qui je dis bonjour en passant. C'est un village dont la mairie est une mairie UMS. Et une mairie UMS avec 25 conseillers, mais qui, depuis un certain temps, mais dont les conseillers ont constaté que le maire en place, Charles Kameni, non seulement est arrogant, non seulement il ne reçoit personne, il y a une mauvaise collaboration entre lui et ses conseillers, mais surtout les conseillers ont constaté qu'il y a énormément de tripotage malsain, non seulement des centimes additionnels, mais de la gestion même générale de la mairie. Alors, comme les textes le préconisent d'ailleurs, une majorité des conseillers a convoqué un conseil. Et le conseil a 25 conseillers et la mairie est constituée de 25 conseillers, mais il y a 22 conseillers qui sont réunis, plus le maire. Tout le monde était là. Mais seulement, ces conseillers ont exigé la décision du maire et de ses 2 adjoints. Bien évidemment, pour donner tout le cachet officiel, il y avait le représentant du préfet et un certain nombre d'autorités. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été vraiment une grande bagarre à l'intérieur de ce conseil improvisé. D'abord, le maire avait d'abord refusé d'ouvrir les portes de la mairie. Il a fallu que les autorités administratives soient là pour qu'ils viennent ouvrir. Est-ce que c'est pas tôt de vivre ce genre de choses quand même? C'est tôt. Non, ce n'est pas tôt. Installer les maires, je veux dire, ça fait à peine 1 an. Oui, mais le problème, c'est que les conseillers municipaux n'arrivent pas à comprendre, ne comprennent pas le mode de gestion du maire et de ses adjoints. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour non seulement mettre tous les moyens en œuvre selon le droit, selon la loi, de mettre ce maire. Et aujourd'hui, on est en train de voir effectivement qu'après la tenue de ce conseil improvisé, le maire a été destitué. D'ailleurs, les comptes de la mairie ont été bloqués au niveau du tribunal. Rien ne marche plus en attendant effectivement maintenant l'installation du nouveau maire qui a été plébiscité par les autres, le nouveau maire qui est M. Tomo David, et qui a été plébiscité par les... Il y a beaucoup de gens qui pensent peut-être que c'est M. Tomo qui est à l'origine de l'élection du maire, mais non, c'est que les conseillers municipaux se sont concertés, ont élu, ont proposé un autre maire. Bon, maintenant, dans les réseaux sociaux, circule une lettre, pseudo-lettre, prétendument signée du ministre de la décentralisation, mais que l'on soupçonne d'être une fake lettre, maintenant qui dit que non, il ne reconnaît rien, c'est-à-dire que derrière les autorités administratives localement ne sont pas au courant de cette lettre qui fait le tour de la tête. Mais moi j'ai vu cette lettre. Flavien, soyez sérieux. Je me suis intéressé. C'est ce que le journal dit. Je me suis intéressé à cette affaire. Bangwa, c'est une commune située dans le département du Haut-Kam. Charles Kameni qui dirige est un militant de l'UMS,
l'Union des mouvements socialistes, la formation politique de Pierre Prémont. Ce qui se passe à Bawan, d'ailleurs, pour l'instant, la destitution, si elle est légale, est contestée devant les juridictions, puisque le maire supposé déchu a intenté une procédure devant le tribunal administratif de Bafang, et la procédure n'est pas encore arrivée à son terme. Ensuite, la lettre dont parle Camille, effectivement, c'est une lettre authentique, adressée au préfet du Roncam par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Langobam. En substance, le ministre demande au préfet d'assurer la continuité du service public à la commune de Bawa et que ce service doit être assuré par l'exécutif communal issu des élections de février 2020, c'est-à-dire les récentes élections locales. Ce qui se passe à Bawan, ce sont des questions de gouvernance. Et justement, c'est une question importante lorsque nous sommes dans le contexte de la décentralisation. C'est une bataille interne à UMS, l'Union des mouvements socialistes, l'Union des mouvements socialistes de Pierre Prémont. Il se trouve, d'après des informations recueillies à bonne source, que le maire supposé déchu de Bawan, Charles Kamini, tente de s'émanciper du président national, qui lui, ce dernier, le président national, ne veut pas lâcher prise sur le contrôle de la mairie de Bawan. Alors, des conseils municipaux ont donc été mis à la manœuvre pour... La majorité, 22 sur 25. Les conseillers ont été mis à la manœuvre. 22 sur 25. Pour destituer le maire en poste, avec en toile de fond... Donald Brice, 22 conseillers sur 25. Avec en toile de fond le contrôle de l'attribution et l'exécution des marchés publics, d'après nos informations. Effectivement, ça pose un problème de régulation et de gouvernance dans la décentralisation. Vous savez que la gestion des maires, qu'on le veut ou pas, est très peu contrôlée. Pas seulement les maires. Nous sommes dans un gouvernement, dans un environnement où il y a un laisser-aller incroyable, où les gens font ce qu'ils veulent sans pouvoir rendre compte un jour. Et donc, il est important effectivement que dans la décentralisation, si elle est effectivement mise en marche, que ceux qui gèrent les fonds publics, que ceux qui exécutent les marchés publics, que les procédures de passation des marchés publics, y compris au sein des mairies, pas seulement au sein des ministères et autres administrations où les budgets sont souvent plus importants, que ceux qui exécutent les marchés publics le fassent, qui passent et qui exécutent les marchés publics, le fassent dans le respect des règles de l'art. Alors, on le constate d'ailleurs dans l'article proposé par la Nouvelle Expression. Le journal fait savoir qu'il y a 22 conseillers qui sont contre la gestion du reste, c'est-à-dire le maire et ses adjoints. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu la tenue de ce conseil pour dire non. Donald Brice donne l'impression effectivement de connaître les tenants et les aboutissants de ce dossier. Il donne l'impression. Il donne l'impression, mais seulement quand il dit que certains conseillers ont été mis à contribution pour décision Kamini, et quand on réalise qu'il y a 25 conseillers, plus le maire et ses adjoints, et que 22 conseillers se sont levés vent debout contre le maire et ses adjoints, ça veut dire que ce ne sont pas quelques conseillers, mais c'est tout le conseil, pratiquement, tout le conseil de stricto sensu qui se levait. Donc moi je pense que cette affaire-là, doit-on croire que c'est M. Kouemo qui a embrigadé tous les autres conseillers, moins le maire et ses adjoints, pour destituer cela? Moi je pense que le débat est ailleurs. Mais toujours est-il que depuis un certain temps... Le débat n'est pas ailleurs. Il y a beaucoup de manipulations dans cette affaire. Vous allez prendre la parole. En fait, nous allons passer à autre chose. Je m'y suis intéressé un tout petit peu. Voilà. Oui. Ok, alors c'est le sujet qui est contenu dans la Nouvelle Expression en page 3 ce matin. Vous aurez l'occasion de lire aussi pour comprendre exactement de quoi il est question. On va s'intéresser notamment à autre chose, à Vision économique qui s'intéresse à l'impact du Covid-19 sur le CHAN 2021. Jusqu'à 50 000 francs CFA pour un ticket d'entrée au stade. C'est ce que le journal propose. Et que le comité d'organisation du CHAN veut combler le manque à gagner consécutif donc au taux de remplissage des stades fixé à 25%. On le voit bien seulement par la Confédération africaine de football. Oui, effectivement, on a écouté le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui indique que pour la phase de poule, le taux de remplissage des stades sera de 25%. Et ça pourrait passer à je crois, 60% lors des quarts finales, ainsi de suite.
de toutes les façons, le Covid-19 nous impose moins d'effervescence à l'occasion de ce championnat d'Afrique des Nations qui regroupe 16 pays. Les prix ont été rendus publics pour ce qui est des tickets, dont les ventes ont commencé hier dans des liens indiqués officiellement par le ministère. J'ai effectivement vu cette grille tarifaire des tickets. Il y a 1000 francs, 1500, ainsi de suite, jusqu'à 50 000 effectivement, comme indique ce matin Vision économique. Le journal a raison de s'inquiéter. 50 000 francs CFA, même si on nous explique que ce sont des carrés VIP, il est difficile de soutenir une telle décision lorsqu'on sait que nous sommes quand même dans un pays où le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, est de 36 000 francs CFA. Ne riez pas, c'est la vérité. Il est difficile d'expliquer qu'on mette les prix de tickets à 50 000 francs CFA, même si ce sont des carrés VIP. Le CHAN, comme toutes les autres compétitions sportives, et notamment footballistiques, charrie beaucoup de passion, une certaine émotion sociale. Il est important d'associer l'ensemble des citoyens sans discrimination forte à l'organisation, à la tenue de cette compétition. Oui. Quoi qu'il en soit, il faudra bien que cette compétition se tienne. On a d'ailleurs entendu que jusqu'à 18h hier, les tickets étaient disponibles, plus tard disponibles dans certaines stations Total, sans publicité. Tout cela pose des problèmes d'organisation. Alors, jusqu'à 50 000 francs CFA pour un ticket d'entrée au stade, il y a ceux qui ne veulent pas être à côté de Camille Nelly qui a acheté son ticket à 1500, qui veut des endroits VIP. Non, ce que je veux et ce qui me donne de l'urticaire avec ce titre, c'est qu'on dit jusqu'à 50 000 francs. Ça veut dire qu'on est en train de mettre 50 000 francs en avance. Mais on a oublié de dire que les billets vont de 1000 à 50 000 francs. Et ça, c'est malhonnête. Ce n'est pas le rôle du journaliste de présenter les 50 000 francs. Parce que les 50 000 francs, c'est pour les VIP, pour ceux qui auront les moyens d'aller au VIP. Depuis toujours, c'est pas tout le monde qui va à la tribune A ou à la tribune B. Même au moment où le football camerounais est déplacé d'immenses foules. C'est pas tout le monde qui s'installait à la tribune A ou à la tribune B. Et à la tribune B, c'était pas 500 francs ou 1000 francs, 2000 francs. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur les 50 000 francs. Il faut dire que les prix vont de 1000 francs à 50 000. Et les tarifs, et d'ailleurs les différentes catégories, les virages et tout ça, ont été spécifiés. Pourquoi présenter 50 000 en disant que non, les Camerounais n'ont pas les moyens de s'acheter un billet de 50 000? Il y a malheureusement beaucoup de Camerounais qui ont les moyens d'aller s'asseoir à la loge présidentielle pour payer 50 000 francs. Moi, il ne faut pas réduire la réalité dans une sorte de définition misérabiliste des choses. Non, les prix vont de 1000 francs. Ceux qui voudront payer 1000 francs ou 1500 francs paieront les 1500 francs. Ils ne seront pas obligés de payer 50 000 francs. Et c'est ça qui me révolte avec ce genre de titre. Il ne faut pas rester focus sur ce qui peut faire sursauter les gens, sur ce qui peut faire qui peut pousser les gens à penser que, écoutez, on est en période de pandémie, le SMIC est à 36 000, comment est-ce que... Non, ceux qui peuvent payer 50 000 paieront les 50 000. Ceux qui peuvent payer 1000 francs et 1500 francs sont invités. Personne n'est exclu. Et puis chacun pourra payer à son propre niveau. Moi, je pense que c'est à ce niveau que, moi, ce titre-là me donne de l'urticaire. Très bien. Alors, donc, les lecteurs vont lire, mais je pense que dans le journal, dans l'article, il est quand même explicite. Il explique quand même qu'il y a des billets. Il explique, mais seulement à la première page. Mais à la première page, Flavien Wallet nous voit les 50 000. Et ça fait sursauter. Ça fait sursauter. Alors, le messager ne parle pas de tout ça, mais le messager reste sur Sa Majesté Jean Ramos Sokoudjou. Biya a abandonné son peuple. C'est le titre proposé par le journal, puisqu'il a été interrogé sur la question, sur le conflit sanglant en zone anglophone, le processus démocratique au Cameroun. Le chef supérieur Bamindjou fait le procès justement du pouvoir de Yaoundé. Oui, le messager consacre sa gagne ce matin à la récente interview qu'a accordé le roi, le chef supérieur des Bamindjou à Equinox Télévision dans le cadre de l'émission dominicale La Vérité en face. C'était dimanche. En gros, il fait effectivement le procès du régime, évoquant les multiples crises. On parlait de la crise anglophone tout à l'heure. Il a déploré le décès des enfants et des femmes dans ce conflit qui dure depuis 2016. Il a évoqué le processus démocratique avec les fraudes massives à diverses élections organisées sous le renouveau. Il est resté égal à lui-même. Vous savez que
le chef supérieur des Bamendjou est parmi ces dignitaires traditionnels qui n'ont pas leur langue dans la poche et qui se sont distingués par une certaine liberté de ton, une liberté de ton qui est rare dans le landerneau traditionnel, passez-moi l'expression, dans un environnement où les chefs traditionnels justement sont à la solde, pour un bon nombre d'entre eux en tout cas, à la solde du pouvoir, n'hésite pas d'ailleurs à célébrer ce pouvoir même lorsque les intérêts de la majorité sont en jeu, comme sur des crises graves, comme la crise anglophone, Boko Haram, et ainsi de suite. On n'a pas entendu, en tout cas pas beaucoup, les chefs traditionnels, effectivement, parce qu'ils ont les pieds et les mains liés pour un certain nombre d'entre eux. Le chef Sékou-Djou, qui est un générationnel du chef de l'État, vous savez qu'il a 83 ans, est égal à lui-même. Il nous fait penser à un certain Sa Majesté Bilwaïfa, qui sont distingués comme des personnalités fortes sur lesquelles on peut compter en période de crise. Ce sont des références. Alors, Kaminele, cet article également, Biya a abandonné son peuple. Qu'est-ce que dit, entre autres, Sa Majesté? Vous savez, comme le dit Donald Bruce Kamga, le chef Sékou-Djou se présente comme quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais bien dans sa bouche. Mais si il fait de temps en temps le buzz en faisant des déclarations iconoclastes et violentes même à la limite, il y a certaines personnes qui estiment tout simplement qu'il radote et que son grand âge devrait expliquer cela. Il y en a d'autres qui le prennent aussi, il y en a d'autres aussi qui se demandent, bon, tout cela c'est pourquoi. Bon, le chef Sékou-Djou dans son entretien avec Equinox Télévision a dit des choses certaines choses à sa manière, avec son ton, sa façon de voir les choses, mais surtout il a parlé comme un chef de village qui pense que la gestion d'une république peut se faire comme on gère un village. D'ailleurs, on a vu comment il était entouré de cette Chinda qui était assis à même le sol à moitié nu. Donc on a vu que vraiment c'était un chef de village qui était en train de parler dans son village. Mais moi je pense que toute proportion gardée, le chef Sékou-Djou devrait comprendre que gérer une république, surtout une république complexe comme la nôtre, avec des multicrises, avec des tiraillements partout, avec des problèmes à tous les niveaux, ce n'est pas comme gérer Bamendjou. Donc il a dit ce qu'il a dit, on peut respecter ce qu'il a dit, mais ça vaut ce que ça vaut. Je voudrais juste dire que lorsqu'on atteint un certain âge, lorsque Camille demande, il dit ça, c'est pour quel objectif? C'est pour laisser quelque chose de sérieux, un héritage, mais surtout rappeler que ce pays a besoin de réconciliation. C'est pour ça que Sa Majesté Sékou-Djou, tout comme Sa Majesté Bonbon Djoyar, le roi des Bamoun, ou encore Victor Moukete, qui ont atteint, qui sont partants, doivent pouvoir rester des défenseurs de la République, cette République qui est plus que jamais menacée. Merci à vous, Donald Biskamga, et également à vous, Kaminele. Merci à nos chers téléspectateurs qui sont davantage nombreux à suivre ce programme. Bonne journée à vous. À demain à 9h20 sur Equinox.